Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la première de l'année de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Mais tout de suite, voici les titres. Zoom sur la campagne de l'Union africaine, faire taire les armes. Parvenir à une Afrique sans conflit et sans catastrophe humanitaire, un défi à portée de main. Exemple, en Angola, le pays se relève de la guerre civile grâce à ses habitants, mais aussi à la nature. Precisamos de conservar os animais, conservar a floresta, conservar peixe, sabendo qual é o uso que é mais importante para nós conservar esse território. Des diplômés au chômage et du microcrédit, c'est un cocktail gagnant pour fournir Khartoum en légumes. J'ai fait des études mais je ne trouvais pas de travail, alors j'ai atterri ici. C'était un de mes plus grands rêves, comme beaucoup de femmes soudanaises, d'être indépendante, d'avoir mon propre espace, mes propres idées. 17 pays, une même législation et une même culture des affaires. Depuis 27 ans, l'OADA accompagne la quête de sécurité et de garantie des investisseurs. Parmi les 10 pays qui ont connu les taux de croissance les plus élevés dans ces 10 dernières années, il y a 6 ou 7 pays africains, c'est énorme. Oui, je vous le disais en titre, c'est l'heure d'une nouvelle chance pour l'Angola. Après la guerre civile qui a laissé dans son sillage des milliers de morts et de mutilés, le pays veut tirer parti de la paix, mais aussi de l'impact économique et social des efforts de conservation. Nous poursuivons notre série Voix pour la paix, inspirée par l'initiative Faire taire les armes de l'Union africaine, en écoutant les témoignages de ceux qui recherchent un nouveau mode de vie, ceux qui défrichent encore les champs de mines et la force motrice inspirante d'un nouveau projet important de sanctuaire pour la faune. Eu fui raptada em 1998 no lugar do Mwega Misa e eu fiquei na comuna do Yuva a fazer travessia do rio Quando, fazendo transbordo de material para o tempo da UNITA, para procurar a vida, não te matar. Como não conseguia levar na cabeça, então me incluíram no grupo que faz transbordo da NOA. Então ali é o motivo que me faz para mim fazer esse trabalho. É só para salvar a vida e conseguir sobreviver. Angola is a beautiful country, but it's got a savage history. 500 years of colonial rule followed by war, either independent struggle from the Portuguese or also, the civil war itself, which to begin with was a huge conventional conflict between two big conventional forces, then falling off into a guerrilla type conflict, almost like a resistance type struggle. So that leaves a legacy. There's a lot of explosive items in the ground. The peace in Angola since 2002 has lasted. I am a South African and we fought the Angolan bush war against the Angolan government. With that as the backdrop, the landmines, the fact that the government didn't know who was living in that part of Angola exactly, whether they were dangerous or armed. And we found this incredibly peaceful community, the Chokwe and Luchazi, people that accepted us and guided us down their own rivers, down the Kwandu, the Quito, the Kwanafal. These incredible adventures we had with these people. Yes, the peace is held in Angola. Every year, people lose their lives to mines in Angola. So that is a definite threat. Na verdade, é um orgulho. Eu pessoalmente também me orgulho de ter sido parte desse contributo de minagem ou do acabamento ou do termo das minas em Angola. É um trabalho, na verdade, muito importante para qualquer país ou para qualquer sociedade, porque as minas, na verdade, impedem o desenvolvimento de um país. O trabalho não terminou em termos de desminagem. Na verdade, ainda existem outras áreas, outros campos para serem desminados, né?
Mas num espaço de 3 anos, este é o desafio que nós temos de terminar com os campos que ainda existem. Yeah, so between the beginning of April last year and the end of March this year, we've cleared over 3,000 mines and over 1 million square meters. Precisamos de conservar os animais, conservar a floresta, conservar peixe, sabendo qual o uso que é mais importante para nós conservar esse território. Então, também para nós conseguirmos se dar bem com os animais, de agora até adiante. Então, essa coisa, eu acho que outras coisas que não estou a me lembrar, coisa que eu vejo mais importante. The future of conservation in Africa is local. That's people like Elias and the Luchazi that live around the sources in Angola. They are our guides, companions up in those landscapes. They've shown us all of the source lakes, the peatlands, helped us find all of the new species, 122 new species to science we've found with those local communities. De antes os animais aqui era demasiado, mas os elefantes, os leões, onças, zebras também aqui, rinos, aqui estava bastantes. The wildlife of southeast Angola is traumatized. All of the animals are still there, but at very low numbers. A lot of them are night adapted, so you only really see them at night in our camera traps and never in person. They're almost like ghosts. They are coming back. The last 18 years of peace have seen some of the populations bounce back. Also in the last 18 years we've seen lots of local people coming back that were displaced during the war. Gostei muito de estudar a vida das aves, assim como os pássaros, ou como vamos falar, como os animais terrestres e os animais aquáticos, vendo como ele vive a vida dele. Eu gostaria muito de ter a sabedoria do que cada um dos animais ou cada um dos seres viventes que necessita, o que é mais necessário na vida dele, o que necessita para ser feliz na vida dele. Eu gostaria de estudar essas coisas como a base da minha cabeça. By 2030, we hope that in partnership with government and local communities that we've been able to make investments of tens of millions of dollars into those communities living around the source lakes, up in the water tower in the Angolan highlands, investing in community cooperatives and associations to support alternative livelihoods and sustainable traditional livelihoods. Já descobrimos que no rio não pode se lavar com sabão muito porque danifica peixe, danifica os animais aquáticos. Já nos explicaram que a floresta não se usa assim. Muitas coisas que nós estamos a aprender mais com a vossa exploração. Rivers are wonderful metaphors for that, crossing these borders and becoming them. We need to break down those barriers and realize peace in Africa. Et la semaine prochaine, nous découvrirons comment l'espoir d'une seule personne peut inspirer la paix au milieu d'un des conflits les plus durs du continent, la crise anglophone au Cameroun. Justement, pour aider les populations du Sahel frappées à la fois par les attentats terroristes et le changement climatique, le Fonds international de développement agricole et plusieurs organisations internationales mettent en place de gros moyens. La cible, 123 000 ménages ruraux, soit près d'1 million de personnes dans les zones transfrontalières des pays du G5 ainsi que du Sénégal. Ils vont voir leur accès à la terre, aux intrants, à la formation et aux activités commerciales amélioré grâce à un programme de plus de 180 millions de dollars sur 6 ans. Près de 26 milliards de dollars, c'est l'incroyable montant que l'Afrique perd chaque année, principalement en raison du transfert des profits de multinationales vers des paradis fiscaux. D'après plusieurs organisations de la société civile comme le Tax Justice Network, cette somme équivaut à plus de 52% des dépenses de santé du continent.
Pour y remédier, une seule solution selon ces analystes, la transparence des données complètes des sociétés qui devraient être publiées pays par pays pour permettre de mieux cerner l'origine des fraudes. Les États-Unis ont retiré le Soudan de la liste noire des pays soutenant le terrorisme où il figurait depuis 1993. De quoi stimuler une économie qui tente de renouer avec les circuits d'échange internationaux, mais aussi faciliter l'emploi des jeunes diplômés très touchés par le chômage. Nous avions suivi ces jeunes auparavant, sans travail, devenus les premiers fournisseurs de légumes sur le marché de Khartoum. Regardez. Afra travaille dans cette ferme soudanaise depuis 10 ans. On y produit des concombres, des salades, des poivrons et autres légumes. Elle supervise aujourd'hui les activités d'une équipe de 4 personnes. Mais avant d'être superviseur, elle fut d'abord ouvrière, avec pourtant un diplôme d'économie en poche. J'ai fait des études, mais je ne trouvais pas de travail, alors j'ai atterri ici. C'était un de mes plus grands rêves, comme beaucoup de femmes soudanaises, d'être indépendante, d'avoir mon propre espace, mes propres idées. Je n'étais pas seule, mon père et ma famille m'ont soutenu. J'ai travaillé très dur avant d'en arriver là, j'ai mis toutes les chances de mon côté et maintenant je suis fière de travailler ici. Le chômage des diplômés reste une grande plaie des sociétés modernes africaines. C'est la conséquence d'une inadéquation entre les programmes d'enseignement et les besoins économiques. Conscient du problème, les pays tentent de corriger cette lacune. Le Soudan a ainsi multiplié les initiatives au cours de ces 10 dernières années. En 2008, 300 000 d'entre eux sont embauchés ou soutenus pour la création de petites et moyennes entreprises grâce à l'engagement d'un fonds multidonateur, comme pour le projet d'Abou Halima Greenhouse qui emploie aujourd'hui Afra, ainsi que de nombreux autres salariés. Qui travaille sur ce projet? Il y a 3 superviseurs en chef qui travaillent avec l'assistant en agriculture. Nous avons aussi 12 superviseurs, dont un pour les serres. Dans chaque serre, nous avons 2 agriculteurs. J'étudie les possibilités de reproduire le même projet que ces serres. J'aimerais avoir les mêmes serres, mais pour moi et ma famille. Abou Halima Greenhouse Project est présenté comme l'un des grands succès des financements de la Banque islamique de développement qui a mis en place, avec la Bank of Khartoum, IRADA, un dispositif de microfinance. Celui-ci a permis l'installation de 25 exploitations sous serre, devenues en quelques années le premier fournisseur de légumes frais dans la région de Khartoum, avec une production annuelle de 1200 tonnes. IRADA a vu le jour en 2011 grâce à la BID. Le projet avait de l'ambition et a commencé par une initiative intéressante et avec un bon financement de 215 millions de dollars, apporté non seulement par la BID, mais aussi par la Zaka Chamber à hauteur de 25%. IRADA est devenu un modèle pour toutes les banques. Aujourd'hui, la microfinance représente 12% dans le portefeuille des banques. Le moringa est un autre succès de la finance islamique au Soudan. Cet arbre aux multiples vertus est recherché avant tout pour ses graines qui produisent une huile très prisée par l'industrie cosmétique. Mais on exploite aussi ses feuilles, son écorce et son bois. The Green Ishraka Company en a fait sa principale activité. À 35 km de Khartoum, elle cultive le moringa sur 30 hectares. Elle en tire des bénéfices, mais elle contribue aussi à lutter contre le changement climatique. Cet arbre, le moringa, le meilleur pour l'environnement, peut absorber 16 kg de dioxyde de carbone. Un homme rejette dans l'air 32 kg de dioxyde de carbone, donc 2 arbres absorberont ce qu'un homme rejette. Le projet Moringa ne profite pas seulement à son créateur. C'est aussi toute la communauté qui bénéficie des bienfaits de ces arbres, tout en participant à la lutte contre la désertification,
dans un pays où le désert a progressé de 100 km vers le sud en l'espace d'un demi-siècle. Autour du moringa, les jeunes apprennent à développer l'esprit d'entreprise. Avec l'argent gagné sur les plantations, Adel Rahim se voit déjà entrepreneur. J'aimerais trouver un travail comme chauffeur et avec l'argent gagné acheter une voiture. C'est ça mon projet futur, investir l'argent que je gagne dans ce futur travail. Abou Alima Greenhouse Project, tout comme Ishraka Company, démontre que le chômage des jeunes diplômés n'est pas une fatalité. Au contraire, il représente un vrai potentiel de développement dans leur pays. Pour peu qu'on les encourage à créer leur propre activité et qu'on leur donne accès à des financements pour démarrer. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Plus de 10 jours se sont déjà écoulés depuis que l'Afrique a ouvert un nouveau chapitre de son histoire économique avec l'entrée en vigueur de la ZECLA, la zone de libre-échange continentale africaine. Opérationnelle depuis le 1er janvier, elle cible le développement des échanges intra-africains à travers la libéralisation progressive de 90% des droits de douane. Trudy Arzenberg, directrice exécutive du Trade Law Center en Afrique du Sud, nous explique ce qui se passera concrètement à partir de cette année aux frontières des pays africains et quel sera l'impact sur les recettes fiscales. Ce que nous verrons très probablement, c'est que les envois de certaines marchandises d'exportateurs en provenance de l'un des États membres arriveront à un poste aux frontières où les douaniers vérifieront la documentation. Cette documentation, ce sera la déclaration de douane, les documents administratifs, tous les certificats standards s'il s'agit par exemple de produits alimentaires qui sont exportés, de sorte que les douaniers aux postes frontières puissent vérifier tous ces certificats. Ces envois pourront ensuite être dédouanés et livrés dans un pays voisin ou transités par leur pays jusqu'à leur destination finale. Certains des petits États et surtout des pays les moins développés dépendent beaucoup des recettes tarifaires, ces taxes à la frontière qui sont perçues à travers le commerce international. C'est certainement une préoccupation pour certains pays car à mesure qu'ils réduisent les droits d'importation, ils s'attendent à ce que leurs recettes tarifaires diminuent. Afreximbank, la banque d'import-export de l'Afrique, a lancé une facilité de caisse d'un montant initial de 1 milliard de dollars américains. Et cette facilité, c'est un prêt conçu spécifiquement pour aider les plus petits pays et évidemment les moins avancés qui subissent une perte de revenus ou dont les entreprises peuvent rencontrer des difficultés à mesure qu'il y aurait davantage d'importations qui arriveraient sur le marché intérieur. Et ils pourraient avoir besoin de soutien pour faire face à un environnement plus concurrentiel dans leur économie nationale. C'était Trudy Arzenberg, directrice exécutive du Trade Law Center. Et parallèlement, les pays africains décident d'unir leurs forces en faveur de la conservation et de la biodiversité. En cette fin d'année, 24 pays d'Afrique de l'Est et australe ont décidé de créer à Nairobi un centre de données qui permettra de prendre des décisions éclairées sur la conservation des espèces et la lutte contre le trafic d'animaux sauvages. 27 ans d'efforts d'harmonisation du droit des affaires, 17 pays d'Afrique ont réussi à faire de l'OHADA un espace attractif qui marque des progrès dans le classement Doing Business. Des garanties à la sécurité des investisseurs, les réformes entreprises ont été considérables, mais il reste encore des problèmes à résoudre. Les investisseurs qui ont choisi d'investir en zone OHADA ont confié leur expérience à David Tiombiano dans la dernière partie de notre série Le droit des affaires, c'est votre affaire. Parmi les 10 pays qui ont connu les taux de croissance les plus élevés dans ces 10 dernières années, il y a 6 ou 7 pays africains. C'est énorme. Sur l'Afrique, Fabrice Le Sachet ne voit que d'immenses opportunités inexploitées. C'est le cas du marché du carbone sur lequel se positionne Ayera Group, la société qu'il a fondée en 2006, son diplôme de l'école des hautes études commerciales en poche. On vient de signer un contrat de plus de 2 millions de tonnes d'approvisionnement de crédits de carbone africain en Corée du Sud. Tous les États cherchent à attirer et à séduire des investisseurs. Ces grands entrepreneurs qui mobilisent des milliards pour développer des projets, améliorer la croissance et créer des emplois. Mais avant tout,
Ces hommes d'affaires veulent tirer à juste titre des bénéfices de leurs investissements. Seul un bon niveau de rentabilité du projet peut motiver un entrepreneur à se lancer dans l'aventure. La prospection en Afrique est quelque chose qui m'apparaît très... Et j'en ai fait. C'est la plus difficile du monde et la plus chère du monde. Alexandre Villegrain recommande à l'investisseur qui arrive sur le continent de se défaire de certains clichés, de cette image d'une Afrique arriérée, d'un continent de la misère, de la maladie, de la guerre, de l'ignorance et de la corruption. Les nouveaux investisseurs doivent comprendre que cette Afrique-là est en voie de disparition. Pour réussir, il faut donc être capable d'offrir des biens et des services en phase avec les besoins et les exigences d'une société en mutation. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, vous payez avec votre téléphone. Ça prouve que c'est un territoire surdéveloppé. L'entrepreneur qui vient en Afrique, il faut qu'il se dise, faut que j'en propose des trucs que même moi, j'aimerais avoir. L'aventure commence donc avec la prospection, les études de faisabilité, le montage du business plan, la mobilisation des bailleurs de fonds. Après, il faudra passer à la phase réalisation. Le promoteur et ses équipes doivent surmonter de nombreuses contraintes administratives, politiques et socioculturelles. Dans ce parcours, patience et endurance ne doivent pas faire défaut à l'entrepreneur. On pourrait souhaiter que ça aille plus vite, mais il faut aussi respecter les institutions, respecter les interlocuteurs, mais il y a un temps nécessaire pour que les gens aussi s'imprègnent de votre démarche, de ce que vous voulez faire dans leur pays. Les chefs d'entreprise l'ont bien compris, on ne peut pas diriger sa société depuis son bureau parisien ou new-yorkais. Pour être un dirigeant accepté par ses équipes locales et ses partenaires, ils doivent s'immerger dans la culture et les habitudes des pays où ils travaillent. Moi, quand je suis au Cameroun, je suis camerounais. Donc quand je suis au Congo, je suis congolais. Je suis au Gabon, je suis gabonais. Mon entreprise, elle est locale, elle est sur place. Donc je ne suis pas un Français, moi, quand je suis du pays dans lequel... Donc je dois me soumettre à la loi du pays. Et ça marche, surtout si les investissements réalisés s'inscrivent sur la durée dans une logique gagnant-gagnant qui s'appuie sur des compétences locales. Travailler avec les entreprises locales, c'est l'assurance d'une bonne connaissance du terrain et la garantie d'un précieux gain de temps dans les négociations avec les autorités. Les relations personnelles sont extrêmement importantes en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, et qu'il ne suffit pas d'arriver avec un bon projet. Il faut aussi savoir l'expliquer, savoir le vendre localement, qu'il ne s'agit pas pour l'investisseur marocain de s'installer et de faire une belle opération, mais l'idée c'est que tout le monde en profite et l'économie locale au premier chef. Entreprendre en Afrique comporte bien des risques politiques, sociaux, économiques, juridiques ou de gouvernance. Conscients de ces problèmes, les États multiplient les initiatives pour améliorer la situation. 17 pays ont fait le choix depuis 1993 d'intégrer leurs lois et d'harmoniser leurs droits des affaires pour offrir une plus grande sécurité aux investisseurs. C'est cela l'OHADA, l'Organisation en Afrique pour l'harmonisation du droit des affaires, une institution qui fait bien l'affaire des investisseurs. Le droit OHADA, aujourd'hui, est un atout pour le développement des pays qui s'y sont soumis. L'OHADA, c'était une chose formidable. Voilà. C'est quelque chose de formidable, il faut le préserver et d'ailleurs il continue à grandir. La sécurité juridique est une réalité au cœur de l'OHADA, mais il reste une bataille à gagner selon de nombreux acteurs, celle de la sécurité judiciaire. Malgré l'existence d'une cour d'appel supranationale, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, connue pour ses courageuses décisions, il reste des efforts à faire au niveau des juridictions nationales en matière d'indépendance des juges. Toutes les entreprises ont des problèmes. Elles ont des problèmes parce que quelquefois, c'est vrai, pour passer en justice en Afrique, c'est très difficile. C'est un peu on défend toujours le pot de terre contre le pot de fer. Pour cet industriel, il faut plus que des taux de rentabilité mirobolants pour amener l'investisseur à s'engager. De ses 50 ans d'expérience de relation avec le continent, il retient une condition préalable pour réussir un projet. Il faut avant tout aimer l'Afrique. Vous allez vous faire avoir, vous allez faire une bonne affaire, une mauvaise, j'en sais rien. Mais déjà, si vous aimez, vous avez déjà gagné au moins 50% de ce que vous allez faire. Parce que si vous venez en Afrique en disant « c'est l'Eldorado, je vais gagner de l'argent », vous êtes sûr d'en perdre. Ça, c'est clair.
Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.